Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 48. Et je commence en vous remerciant pour le retour sur le numéro 47 qui était sur le mythe du viol parfait, d'après un travail d'un compte Instagram qui s'appelle Féministe_Révolution. Merci à tous ceux qui, depuis le dernier épisode, se sont abonnés, toutes celles et ceux, qui se sont abonnés, que ce soit sur Deezer, on est maintenant sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify, aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, pour l'instant, ce sont les épisodes en audio avec simplement le logo de l'émission. Et là, je suis en train d'essayer d'installer une petite configuration dans mon sous-sol pour pouvoir avoir un vrai visuel pour ceux que ça peut intéresser. Et évidemment, tous ceux qui sont abonnés au Patreon, j'ai encore 2 nouveaux abonnés depuis le dernier épisode, Le Clipteux et Exquimo. Merci beaucoup de vous joindre à nous. On est en train de faire les derniers ajustements, mais à partir de cette semaine, normalement, ça va être comme ça. En gros, il y a un épisode de plus par semaine. 2 gratuits pour tout le monde et 1 de plus pour les abonnés du Patreon. Donc, c'est patreon.com/DanGagnon podcast. Merci beaucoup. Tout soutien fait une énorme différence pour moi et voilà, je vous en remercie. Il y a quelque chose dont j'ai envie de parler depuis un moment. J'ai l'impression que c'est mon intro pour à peu près tous les épisodes, mais c'est vrai. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Et j'en ai glissé un peu, 1 ou 2 mots dans le dernier ou les derniers épisodes même. C'est le fait que non seulement il y a, je crois que on le sait, beaucoup d'hommes qui ne se rendent pas compte exactement de c'est quoi la réalité des femmes, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne se rendent pas compte que ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu n'était pas normal. Et je me casse la tête, entre autres depuis ce week-end, pour trouver une façon de pouvoir être utile là-dedans, parce que j'ai pu voir, entre autres avec les abonnés sur Patreon ou les statistiques du podcast qui me sont fournies par Spotify. Je pensais qu'avec les thématiques que j'abordais, il y allait avoir plus de femmes que d'hommes qui écoutent les podcasts et on est quasi à 60% d'hommes. Et je me dis, peut-être à ce moment-là qu'un homme qui parle à d'autres hommes, ça a une résonance, bref, ça a une pertinence, que sais-je. Et donc, mon angle, comme je vous le dis depuis un moment, là où je cherche ma pertinence, c'est sur acheminer les informations. Je crois que si tu as les bonnes informations, tu vas tomber dans des conclusions, mais c'est tellement choquant dans le sens de surprenant pour beaucoup de personnes de réaliser tout ce qui existe autour d'eux et qu'ils n'ont jamais vu. Et je le dis tout simplement parce que c'est mon expérience personnelle. Quand tout à coup tu réalises un truc, tu fais « Oh mon Dieu! Ça a toujours été là, ça a toujours été comme ça, je ne l'ai juste jamais vu. » Et j'avais envie de faire un test. Et je vais publier ça sur mes différents comptes, Facebook, Instagram et Twitter. Et je vais trouver la manière de formuler le message le plus précis, le plus pertinent possible. Et je vous appelle, si vous êtes curieux de voir c'est quoi la réalité des femmes dans votre entourage, à juste partager le post. Et ce serait un post qui dirait, en gros, à peu de choses près, toutes les femmes qui me connaissent, réagissez si vous avez déjà été inconfortable en la présence d'hommes, si vous avez déjà été victime de harcèlement, d'agression, si simplement vous sentez que le fait que vous êtes une femme vous a désavantagé, voilà, juste mettez une petite réaction. Parce que je me dis que la seule façon de faire changer les choses, de faire prendre conscience en tout cas, c'est quand tu réalises que ça concerne tout le monde et tout le temps. Et pas juste des gens quelque part, des personnes que tu connais pas. Non, c'est ton ami, ton ancien prof, ton ancien élève, l'ex d'un de tes potes, tout le monde. Et je me dis que c'est peut-être la façon la plus efficace et percutante. Si toi, tu vois ce post-là, il y a que des gens que tu connais pas qui ont réagi. Mais si tu le partages, et tout à coup, tu vois 4 de tes amis, 1 de tes ex, 3 cousines, ta sœur se fait comme « Oh mon Dieu, c'est partout tout le temps. » Et moi, mon postulat du haut de mon absence de connaissances exhaustives, c'est que toutes les femmes, toutes, ont au moins 5 moments inappropriés dont elles ont été victimes. Et là où je dis que je cherche encore juste comment le formuler, c'est que je veux pas que les gens se sentent forcés d'être outés, mais est-ce que ce serait par un petit système d'emoji, par exemple, ou un truc comme ça? Si tu as déjà vécu tel truc, ça correspond à tel emoji, et juste voir les gens commenter. Peut-être juste avec les emojis.
juste parce que c'est, je crois, très frappant visuellement. Et ça permettrait, plus c'est partagé, plus tu as de gens qui peuvent prendre conscience que, oh mon Dieu, OK, c'est vrai. Il y a cette manière parfois de réagir, je trouve, chez les hommes, qui est d'imaginer que les femmes sont devenues du jour au lendemain intransigeantes ou hystériques ou tous les termes que tu peux voir parce qu'eux ne pensent pas que c'est quelque chose de latent depuis des années. Quelque chose qui a toujours existé. Tu vois, on vient de voir 2-3 trucs apparaître, c'est pas la peine de faire une crise. Non, c'est juste pas avoir le droit de parler pendant des années, puis d'un coup, hop, il y a une brèche, sentir que t'es pas seul. Je me souviens plus où j'ai lu ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il parlait de la différence où avant, la parole était réservée à ceux qui avaient des médias. C'était une personne au-dessus qui parlait à des millions de personnes en dessous. Et ça, c'est une des belles choses des réseaux sociaux, forcément. C'est le fait que une personne raconte son histoire à 10 personnes autour d'elle. Mais si ces 10 personnes-là font exactement la même chose parce qu'elles se sentent concernées, en quelques clics, ça devient exponentiel, et tout à coup, la personne qui avait un auditoire, une audience de seulement 10 personnes, parle tout à coup à des millions et des millions de personnes. Et pour ça, j'ai un exemple, quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, qui est arrivé en France le lundi 14 septembre. Donc hier ou avant-hier, si vous suivez en temps réel. Ce sont des lycéennes, collégiennes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là. J'ai l'impression que vous avez 2 noms d'écoles par année scolaire en France. T'es au bahut, collège, lycée, secondaire, primaire, CM, enfin bref. Bac plus 1, plus 2. D'ailleurs, juste mini parenthèse, appelez ça bac plus quelque chose. Il y a 2 milliards de mots dans la langue française, on n'hésite pas à en inventer 6 à chaque fois qu'on trouve une nouvelle chose. Puis tout à coup, pour les études, on a arrêté de trouver des mots. Bac plus... Trouve un mot. Bac plus 1, ça peut avoir un mot. Ça peut avoir un nom. C'est tellement d'efforts en plus, enfin bref. Et bac, je crois que vous, c'est l'équivalent du secondaire en France. Le baccalauréat en Amérique du Nord, c'est l'universitaire. Et je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation, c'est l'universitaire. C'est le premier cycle universitaire. Et en Belgique, je crois que c'est le cas maintenant. Je ne suis plus trop sûr. Enfin bref. Des filles donc, qui ont l'air d'avoir entre 12 et 15 ans, plus ou moins, qui dans différentes écoles de France, se sont fait dire que c'était été habillées de manière inappropriée, ont reçu des commentaires tels que « Retourne au magasin, je suis sûr qu'il y a des vêtements à ta taille. » Et elles ont choisi de ne pas accepter ça. En disant, pourquoi est-ce qu'on devrait, nous habiller en fonction des mecs qui ne savent pas se gérer, qui n'ont pas envie de se gérer, ou des gens qui vont choisir de nous dire « Contrôle comment toi tu t'habilles, on va travailler là-dessus », plutôt que de contrôler sur le fait que ça soit pas fucking normal, que le fait que je porte un t-shirt fasse en sorte que quelqu'un à côté de moi soit pas capable d'étudier ou de se posséder. Et j'ai tellement trouvé ça génial comme réaction. Elles se sont dit vraiment genre fuck it. Vraiment, la réaction, ça a été un fuck it général de on va continuer de s'habiller absolument comme on veut. Et ils ont fait une espèce de journée de protestation. Donc le 14 septembre. Et j'ai trouvé ça beau de voir qu'il y avait apparemment des gars aussi qui ont embarqué avec elle. Et cette réaction-là, on tend parfois à minimiser l'opinion des gens avec leur âge. Genre, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ont tel âge. Qu'est-ce qu'ils en savent? Il y a tel âge. Mais chaque révolution idéologique vient d'une cassure avec ce que la génération précédente acceptait. Et plus tôt les gens sont conscientisés, au plus réfléchis ils vont être, plus réfléchis ils vont être. Si tu commences à réfléchir à 42, à 45 ans, t'es vieux, mais t'as pas d'expérience. Âge et expérience, c'est 2 choses complètement différentes. Et donc voilà, j'ai trouvé ça merveilleux de voir
à la base une poignée de filles qui ont décidé de ne pas se laisser intimider et qu'elles aient raison, qu'elles aient tort. Et je veux dire, moi j'ai mon opinion, mais ce que je veux dire, c'est que même si on mettait ça de côté, même si on décide qu'elles ont tort et elles devraient s'habiller en fonction des pulsions sexuelles ou de l'absence de contrôle ou d'éducation des mecs, parce que c'est comme ça, voilà, comme ça ils apprennent déjà leur place et leur rôle dans la société. Le fait d'avoir la force mentale, la force de caractère, la rigueur intellectuelle d'aller faire un effort, le sentiment de solidarité, de l'effet de groupe, de se regrouper pour le faire, de se sentir fort. Je trouve ça tellement beau et tellement merveilleux. Et ça m'amène à ce sujet plus général, encore une fois, de la décrédibilisation de la jeunesse. J'aime beaucoup Dave Grohl, donc chanteur des Foo Fighters, entre autres, qui disait « J'ai hâte de voir où le rock va aller dans la suite, parce que j'ai hâte de voir quel groupe de kids de 16-17 ans va débarquer, parce que c'est un young men's or woman's game. » Et cette manière-là d'avoir des nouvelles idées quand t'es jeune est tellement belle. Mon épouse m'a envoyé un sujet super intéressant sur je crois que c'est un gamin de 13 ans qui voyait toute la pollution causée par le styrofoam. Et ça l'embêtait, il cherchait une solution et s'est rendu compte que la composition du styrofoam était très très proche d'une composition du charbon, tu sais, l'élément du charbon qu'on met dans les dentifrices, dans les produits de beauté, des trucs comme ça. Donc avec des gens, des scientifiques de son entourage, il a essayé de trouver une manière de transformer le styrofoam en ce charbon actif et ils ont réussi. Et donc maintenant, ils vont transformer des déchets en produits utiles et actifs. Ils vont probablement se faire la patate de thunes, mais c'est juste, au lieu de se dire genre, oh mon Dieu, toutes les grandes entreprises de la Terre n'ont pas trouvé la solution, c'est pas moi à 13 ans qui va la trouver. Non, fonce! Sois naïf, fais de l'énergie, vois le problème un jour à la fois. Je trouve ça super beau. J'ai une anecdote avec ça, j'en ai deux en fait. Et j'aimerais ça, donc voilà. Vous lancez aussi là-dessus des idées que vous aviez eues quand vous étiez jeune. Si vous avez fait quelque chose avec, si vous aviez laissé tomber. Je suis hyper curieux. Moi, quand j'avais, je sais pas, 9-10 ans, les mini-golf étaient hyper à la mode. J'ai fait un épisode, d'ailleurs, juste sur le mini-golf et la légende de Serge Vouleminx, qui était descripteur de mini-golf à la télé. Et j'avais appris qu'à 500 mètres d'où je suis né, il y avait un ancien terrain de mini-golf abandonné. Tout ce qui restait, c'était le béton qui avait été coulé. Et puis, il ne restait plus rien, plus de clôture. La pelouse avait poussé tout autour. Et j'avais été voir, quand j'avais su ça, j'avais été voir avec mon vélo. Et dans le petit village où je suis né, il y avait à l'époque, il y a toujours d'ailleurs un endroit qui s'appelle le Mont Blanc. Le Mont Blanc, ça vend de la crème glacée, donc des glaces. Nous, ce qu'on appelle la crème glacée molle. Donc, c'est, au lieu d'être des boules de crème glacée dure, c'est une espèce de truc. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, honnêtement. Donc, bref, c'est la crème glacée molle, quoi. Et c'était hyper populaire. Et tu avais des gens de la plus grosse ville du coin qui venaient souvent l'été là. Et nous, il y a beaucoup de chalets parce que tu as énormément de lacs dans ma région. Donc, beaucoup de gens, le soir, c'était blindé, bondé. Les gens venaient payer pour ce truc-là. Et le Milliput était vraiment pas très, très loin. Il était sur la route entre la grande ville, d'ailleurs, sur le chemin entre la grande ville et le Mont Blanc, donc l'endroit de crème glacée. Et je m'étais dit, OK, bon, déjà, j'ai du trafic qu'il y a là. Il y a peut-être de quoi faire une business. Et je suis allé voir avec mon petit vélo à l'époque. Et je suis rentré chez moi et j'ai pris une feuille de papier et j'ai essayé d'imaginer tout ce que ça pouvait coûter de recréer le mini-pot. D'acheter le terrain, d'acheter les bâtons, de la lumière pour pouvoir jouer le soir, les employés que j'allais devoir payer, tout ça. Et je me suis calé sur les prix, pour le prix que j'étais payé pour enlever les mauvaises herbes sur les plates-bandes des magasins du village. Donc c'était... Mais tu sais, j'ai fait ça sérieusement et je me souviens de m'être dit, le gros avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir avoir beaucoup de publicité gratuite. Parce que quand on va savoir que c'est un gamin de... Je me souviens plus quel âge j'avais honnêtement, mais genre de 10 ans qui tient ça, tous les journaux, les radios et les télés vont vouloir faire un reportage, surtout que ce sera pendant l'été où il y a moins d'informations.
Spoiler, j'ai pas racheté le mini-golf. Apparemment, j'avais pas assez de sous dans mon petit cochon. Je suis pas allé, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que j'avais 10-12 ans. Mais j'en ai parlé à mon père à l'époque, qui a dû m'expliquer, qui travaillait dans le milieu de la finance, qu'il y avait certaines choses qui étaient plus compliquées, avoir des sous, il fallait avoir des prêts. Je sais pas exactement ce qu'il m'a expliqué, mais je sais que l'idée tombe à l'eau. Et j'y repensé plus tard et je me suis dit, probablement que ce plan d'affaires devait être vraiment sommaire et un peu nul. Par contre, un point sur lequel je considère que j'avais totalement raison, c'était sur la publicité gratuite et facile que j'aurais eue de par le fait que j'étais jeune et que j'avais ouvert ce truc-là. Plus tard, quand j'étais au secondaire, dans mon premier cours de sciences, on discutait donc de la chimie, donc on discutait des molécules. Et je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant parce que si l'eau, c'est du H2O, c'est donc tu as de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais s'il existe des moteurs à l'hydrogène et que tu es capable de séparer l'eau, je crois que ça s'appelle la dialyse, mais je ne suis même pas certain. À ce moment-là, ça veut dire que tu pourrais faire un moteur à l'eau. Encore une fois, sommaire, naïf, tout ce que tu voudras, mais la pensée derrière, je la trouve tellement intéressante, le principe de regard neuf. Et concernant ça, je voulais lire je voulais vraiment rendre hommage à des jeunes qui ont fait quelque chose. Et des années plus tard, il y a plusieurs années, et ils ont fini par créer quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Et c'est ma manière d'essayer de transmettre une chose en laquelle je crois beaucoup. Si vous avez des jeunes dans votre entourage et vous êtes vous-même considéré jeune, pas jeune de cœur, là, le vrai jeune, celui qui compte, pas celui que tu te dis pour pleurer moins le soir. Encouragez-les. Oui, il va y avoir plein de trucs naïfs, mais si tu as une bonne idée à 12 ans, là, ben c'est toi l'avenir. Tu vas en avoir d'autres. Je veux dire, la mentalité est la bonne. Et voilà, je donne l'exemple. Donc, le gars s'appelle Alexandre Brackman. Je vous raconte ce que je connais de son entreprise. Quand je faisais des tournées, j'ai tourné pendant 3-4 ans de suite en Belgique avec du stand-up. Et je recevais beaucoup de demandes d'interviews. C'était super. Je veux dire, on voulait. Et moi, j'avais un mini fantasme quand j'étais jeune. Je me disais, putain, si j'étais Bono, je pourrais faire exploser n'importe quel média, n'importe quel journal, n'importe quelle radio étudiante si je fais juste dire, hey, tiens, voici la nouvelle chanson, je la joue en exclusivité chez toi, je donne une interview exclusive. Donc, j'ai toujours eu ce fantasme de dire, waouh, quand tu commences à être un peu connu, tu peux mettre de la lumière là où tu crois que c'est mérité. Tu peux encourager des gens, tu as un pouvoir qui est fantastique. Et je reçois un message d'un gars, il devait avoir 12-14 ans. Il y avait 14 ans, voilà, je viens de voir le message. Il s'appelle Alexandre Brackman. Il me dit, j'aimerais ça t'inviter sur ma radio, j'ai une petite radio amateur qui s'appelle Radio Compile. Je fais, oui, avec grand plaisir. Que ce soit le stand-up ou la radio, j'ai toujours été un amoureux de ces arts. Et dès que j'ai pu aider, encourager, transmettre certaines choses, je l'ai fait. Il y a un amour. Dans ces métiers de passionnés-là, il y a un amour qui fait qu'il y a une générosité. Et si vous êtes intéressé par ça, contactez des gens qui font ce métier. Vous allez être surpris de voir à quel point ils sont heureux de donner des conseils, d'aider, de donner des coups de main. Voilà, on est heureux de partager notre passion. J'ai plus en commun avec ce Alexandre quand il avait 14 ans que le 3/4 des gens de mon entourage parce qu'on partage la même passion. Donc, il me dit, ça s'appelle Radio Compile. D'ailleurs, si vous voulez les suivre sur Twitter, c'est @radiocompile. Je vous incite grandement à le faire. Donc, il me donne l'adresse. Je fais OK. Il dit, allez au nom de l'école, nous, dans le jour, donc il faudrait que tu viennes un soir ou un week-end. Je crois que si je vais un vendredi soir, quelque chose comme ça. Et donc, je mets ça dans mon GPS. C'est dans le coin de Hanu, donc c'est à peu près 1 heure de route d'où j'habitais. Et je roule. Et il y a ce sentiment-là, moi, j'aime pas sortir de chez moi. Donc, au moment où un vendredi soir, tu pars de chez toi, tu fais, bon, je vais me taper 2 heures de route pour aller faire de la radio, qui, je sais, va pas m'apporter énormément de places vendues. Mais une fois sorti de chez moi, je suis content. Voilà, c'est sûr, je me botte le cul, je sors. Et c'est une radio Internet, voilà. Et je mets l'adresse en GPS, je roule. Et tout à coup, j'arrive dans le coin et on est vraiment dans un quartier résidentiel. Et je fais, c'est quand même bizarre, ça. Tout à coup, j'arrive à l'adresse et
Super maison d'ailleurs, magnifique maison. C'était le soir, mais ça me semblait... Parce que dans mon imaginaire personnel, c'était genre la logique d'une ancienne ferme. Et je fais, putain, mais je suis chez des gens, en fait. C'est quoi ce truc? Et donc, je vérifie avec l'adresse. Je me demande si je suis pas sorti de la cour puis rentré. Non, c'est vraiment là. Je toque à la porte. Et là, d'un mignon, c'est deux frères qui tenaient ça, donc 14-15 ans. Il y a d'autres enfants dans la maison. Je dirais qu'il était 4, mais je ne suis pas certain. Les parents sont là. Ils ont préparé genre un petit goûter et tout, d'une gentillesse, mais honnêtement, à te faire pleurer, quoi. Et puis là, il dit, bah ben viens, je vais t'amener au studio. Et ça m'a toujours fait quelque chose quand, tu sais, t'as deux quêtes de 14 et 15 ans qui s'excusent en disant, ah, mais c'est un petit truc. Mais putain, mais t'as 14, t'as 15 ans, vous avez créé quelque chose tout seul. Sois fier, mec. Ne présente pas tes excuses. T'as pas à être désolé. C'est déjà beau que tu aies l'humilité de ne pas te vanter, je trouve. Et je monte, ils se sont créés une petite table, et puis il y en a un qui est plus à la technique, l'autre un peu plus à l'animation. Ils ont fait des recherches, on parle pendant 1 heure. Et sur Internet, tu as certains de leurs auditeurs qui réagissent. Et je me dis, mais ces gens sont tellement l'avenir. C'est toute la différence entre attendre qu'on te donne un plan et faire les choses et voir au fur et à mesure, quoi. Et après ça, bon, je faisais un show dans le coin pas trop longtemps après. Ils sont venus. J'ai fait une vanne sur le fait que je suis content d'être là. D'ailleurs, je n'étais pas sûr de pouvoir être là. La dernière fois que je suis venu dans le coin, j'ai cru que c'était un guet-apens et qu'on allait me piquer mes organes. Un truc comme ça. Et pour être vraiment honnête, j'ai pas vraiment repensé à cette histoire-là depuis. Jusqu'à dimanche. On est le 13 septembre. Et sur Twitter, donc Alexandre Brackman me tag sur un truc. Et le tweet en question que je vois juste, notamment avec Dan Gagnon, il était venu se perdre chez nous en interview, il est rentré chez moi, le gars a vu mes parents, tout le merdier, il reste. Pire, après, il cause pendant 1 heure avec toute la famille en bas et tout. Oui, ça c'est... Je fais de la sociabilité de cadre de porte, d'embrasure de porte. Je dis que je pars, et je sais... Tout le monde va trouver ça cringe, mais tu dis que tu pars, puis finalement, quand tu es dans le cadre de porte, tu parles encore 1 heure. C'est... Voilà. Je sais qu'il y a une place spéciale en enfer pour les gens comme moi, mais voilà, ça fait partie de mes défauts. Après, donc c'est ça. Il reste une heure avec toute la famille en bas et tout. Il glisse une vanne sur nous dans un show, dinguerie. Je fais... De quoi il parle? Je vois pas qui est... Et je vous lis la suite de ses tweets parce que je trouve ça magnifique, son histoire. Il me dit, bon, ça va être un... Ben, il me dit pas, il dit ça à Twitter, il dit pas ça à moi. Sur Twitter, il dit, bon, ça va être mon petit moment ego trip. J'en fais rarement, mais j'ai besoin de vous l'expliquer parce que je suis vachement fier. En mai 2008, avec mon frère, on se dit, tiens, on va faire de la radio. Pire concept du monde, mais on se lance sur Internet. Et on rigole pas, hein, on lance @Radio Compile le 29 mai 2008. Bon, j'ai pas de photo pile du lancement, mais en gros, dites-vous qu'à 2 dans la maison de mes parents, on avait un studio pour parler à 2 pelés 3 tondus qui tombaient sur nous par hasard. Et il y a une photo, je vous incite vraiment à aller le voir, c'est @Brackman, Brackman. Et donc, vous pouvez voir, il y a plein de photos, de trucs qui illustrent son thread. La vraie première, c'était sur un appui de fenêtre dans la cour du centre équestre de ma mère. On a fait péter des plombs en gueulant au-dessus de musique, mais nous, on était fiers. Un truc de fou. Ma chronique était écrite à la craie. Fucking adorable! Et je reviens à un truc que j'avais entendu. Un conseil sur faire de la radio, le truc, c'est d'en faire. Achète-toi un micro, parle. Voilà. Tu fais de la radio. Bref, on galère clairement, on fait de la merde sans aucun doute. On avait 14-15 ans, on a tout appris sur le tas. Surtout moi, parce que j'adorais ça. Nico, donc son frère, adorait chipoter à la technique. C'est mon grand frère, meilleure personne du monde. Puis en 2013, à 19 et 20 ans, on se dit « Ouais, ça serait bien qu'on ait un concept un peu. » Du coup, on tente des trucs. On est toujours à la nuit, mais on lance nos émissions. On arrive à ramener 3-4 potes et on tente des trucs. Ça marche pas ouf, mais on est là. Et ça, c'est un autre truc. Tous les gens qui ont du succès ont commencé en étant convaincus eux-mêmes ou en ayant du plaisir eux-mêmes. C'est rare. Ce sont des belles histoires des gens qui ont explosé en 5 minutes, mais c'est vraiment, vraiment l'exception. Souvent, ça prend du temps. Tu travailles. D'un coup, la bonne vieille phrase, tu deviens connu du jour au lendemain après 10 ans de travail, quoi. Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Voilà, tant qu'à dire la phrase aussi bien la dire. Je continue son truc. Mais là, on commence à tilter qu'il y a un truc à faire. Alors, on prend le temps, on développe, on réfléchit, on fait une programmation antenne, on fait des trucs dans notre école, on fait un peu parler de nous et on voit que les gens viennent doucement. Nous, on est comme des oufs. En gros, ça évolue. On trouve des bons trucs à faire. On arrive vite à être 8-9 dans l'équipe. Ce qui est déjà plutôt cool. On fait notre vie, mais comme le studio dans notre maison, on ne peut pas vraiment exploser.
Par contre, j'ai des souvenirs de malade. Août 2017, on lance un giga appel à l'aide sur les réseaux sociaux. On a le matos, tout acheté sur nos économies en cadeau de Noël. Là, il y a une limite aux millions que tu peux mettre dans une seule histoire. Apparemment, eux, ils explosent la limite. Et on cherche un local à Anu pour s'implanter vraiment et on le trouve à la brasserie du Flot. Et donc, il y a encore des photos qui montrent ce que ça donnait. Là, on lance un des trucs les plus fous, notre projet jeunesse. On voulait le faire depuis au moins 3 ans. Intégrer des jeunes de moins de 18 ans, leur faire découvrir la radio, qu'ils comprennent comment ça tourne et leur offrir un truc d'expression sur Internet. Quand je disais que les passionnés sont généreux, voilà, les gens font de la radio tout seuls, se retournent et se disent « Hey, on n'arrive pas encore à en vivre, mais si on donnait ce qu'on a, c'est-à-dire de l'expertise et de l'expérience. » Pourquoi? Parce qu'on sentait que c'était important de les sensibiliser par la pratique. Du coup, à ce moment, on a genre 3-4 jeunes qui viennent de temps en temps et on va surtout dans les écoles locales faire des petits ateliers avec eux. Expérience magique. On a beaucoup bossé à l'époque avec la Maison des jeunes de Hanu et après 2 ans sur place, ils nous proposent de faire venir le studio chez eux. On organise l'été d'avant un stage radio avec eux. On prépare notre communication pour accueillir les jeunes. Et là, on n'a rien compris. En août 2018, on arrive à la Maison des jeunes de Hanu. Le seul studio vraiment fini qu'on ait fait jusqu'ici. On a tout fait pour créer un espace un peu YouTube radio avec système vidéo, audio, tout. Et là, il y a encore des photos. C'est super beau. Alors, on a une première émission uniquement avec des jeunes de moins de 15 ans. Place aux jeunes. Une semaine, ils préparent leur émission avec nous. Ils enregistrent des trucs dans leur école, préparent des chroniques régionales, mais ils sont 100% libres sur les sujets. Donc, ils nous parlent des gens. Donc, Lou, Elina, Victoria et Elisabeth sont les premiers. L'audience web a explosé pour nous. Les gens parlaient de nous. « Ah, c'est vous la radio avec les jeunes? » Et puis après ça, ça continue. Et se retrouve aujourd'hui avec une radio où il y a jusqu'à 40 000 personnes qui écoutent par mois. Et je vais terminer là-dessus, mais le message, c'était vraiment celui-là. Et je trouvais que c'était un bel exemple, celui d'Alexandre Brackman et son frère Nico. Les bâtons dans les roues qu'on se met tout seul quand il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu as tellement accès à tellement de produits. Avant, quand tu voulais faire de l'art, tu as l'artiste, lui qui crée. Tu as le producteur, celui qui met les moyens pour pouvoir le produire. Le diffuseur, celui qui permet d'envoyer ça un peu partout. Et le monétiseur, celui qui permet de faire de la thune avec ça. Aujourd'hui, toute cette personne-là, ça peut être la même personne, le créateur. Si vous avez envie de faire des trucs, d'écrire, de lire, de faire de la radio, de créer une fresque, faites-le. La plupart des freins n'existent pas. Peu importe votre âge, peu importe votre talent, et ça va venir. Les projets, faites. Les projets se définissent par eux-mêmes quand tu les fais avec passion. Et donc voilà, je voulais vraiment féliciter cette personne. Et si vous avez d'autres histoires comme ça, vous connaissez des gens qui ont fait des trucs de ouf à un jeune âge, partagez-le. Facebook, Twitter, Instagram, comme d'habitude. Et ça me fera plaisir d'en parler parce que, j'ai souvent fait des trucs avant de savoir ce que je faisais de manière naïve et ça m'a apporté parmi les plus belles expériences de ma vie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez aimé le podcast, encore une fois, je vous demande, c'est une demande. Si vous pouviez vous abonner, merci. Ce serait très gentil, que ce soit sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, sur YouTube ou encore sur Patreon. Là, forcément, c'est un autre step puisque c'est payant, mais ça vous donne un épisode en plus par semaine. C'est dangagnon.com/ Fuck! Pas du tout! Patreon.com/DanGagnon-podcast. Un jour, j'aurai mon site internet, comme les grands de ce monde. Voilà, j'ai fini. Bye bye.